À l'occasion de son dernier discours aux armées, avant son départ de l'Elysée, Emmanuel Macron dresse son bilan et appelle à une plus grande coopération militaire au niveau européen. L'UE et le Royaume-Uni ont annoncé des sanctions coordonnées contre la Russie à la suite de cyberattaques perpétrées à travers l'Europe ces dernières années. Ce ne sont pas les algorithmes qui élèvent nos enfants, c'est ce qu'a déclaré Ursula von der Leyen, qui se dit favorable à l'interdiction des réseaux sociaux aux plus jeunes. À quelques mois de la fin de son mandat présidentiel, Emmanuel Macron a prononcé lundi son 10e et dernier discours devant les forces armées, un discours traditionnellement tenu la veille de la fête nationale. La majeure partie de son intervention a été consacrée à un appel en faveur d'un soutien encore plus important de l'État envers les militaires. Mais ce discours lui a également permis de dresser son bilan. Son arrivée à l'Élysée en 2017 a été marquée par la démission du chef d'état-major des armées, une première sous la Ve République. Le général Pierre de Villiers se disait inquiet concernant les coupes budgétaires dans la défense. Pourtant, presque une décennie plus tard, ce budget qui était de 32 milliards d'euros en 2017 est passé à 2% du PIB, comme le souhaitait le chef de l'État. Emmanuel Macron a également souligné la nécessité de mener à bien des projets au niveau européen. L'Europe est en train de devenir une puissance, s'appuyant sur les États qui la constituent, respectueuse de leurs décisions souveraines, mais assumant de se défendre et d'agir unis. Le message que nous envoyons au monde est le suivant. Oui, la paix est notre but. Oui, nous chérissons la liberté et le droit. Et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre, toujours, et au prix du sang, s'il le faut. Le président français a donc accordé toute une partie de son discours à l'importance de prolonger le réarmement au niveau national et européen face à ce qu'il considère comme de nouvelles menaces. Le locataire de l'Élysée a évoqué l'annonce il y a quelques semaines de l'échec du SCAF, un projet franco-allemand d'avions de combat, lancé en 2017 par Emmanuel Macron et Angela Merkel. Le système, qui comprend également des drones reliés entre eux par un système de communication innovant, n'a pas survécu aux tensions germano-françaises entre Airbus et Dassault. L'Union européenne et le Royaume-Uni ont annoncé ce lundi prendre des sanctions contre la Russie pour avoir mené, selon eux, une campagne de cyberespionnage. Ces mesures font suite à des attaques visant le réseau énergétique polonais et à l'organisation d'une campagne plus large à travers l'Europe ces dernières années. Ce lundi, l'Allemagne et la France ont indiqué convoquer leurs ambassadeurs de Russie respectifs. Nous convoquerons l'ambassadeur de Russie en France dans les prochains jours, mais que nous allons également prendre des sanctions à l'encontre de 9 individus et de 4 entités responsables de cette campagne de cyber qui a été orchestrée par le FSB, le Bureau de sécurité, le service de sécurité fédéral de la Russie. Les personnes et entités sanctionnées sont accusées d'être liées à un réseau d'espionnage en ligne qui, selon l'Union, aurait pris pour cible des gouvernements et mené des opérations de sabotage contre des infrastructures critiques, telles que des centrales de chauffage et des centrales électriques. L'Union a indiqué que la campagne russe avait touché plusieurs pays, dont Chypre, les Pays-Bas, l'Autriche, la Slovaquie, la Roumanie et la Finlande. De son côté, Londres a annoncé sanctionner 24 personnes et entités, assurant que ces attaques visaient à semer le chaos et la division à travers le continent. Attribuée à l'unité de renseignement Centre 16 du FSB, l'attaque de décembre 2025 contre le réseau électrique polonais a échoué, mais aurait pu priver d'électricité quelques 500 000 citoyens en plein cœur de l'hiver, a déclaré le ministère des Affaires étrangères à Londres. Moscou a d'ores et déjà nié l'ensemble de ces accusations. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a appelé ce lundi l'Union européenne à conclure un accord majeur pour faire face à l'urgence climatique à laquelle le continent est confronté. Le changement climatique tue, a-t-il affirmé depuis le poste de commandement avancé mis en place pour lutter contre l'incendie de Los Gallardos près d'Almería, qui a coûté la vie à au moins 13 personnes. Il a précisé que le dérèglement climatique représente un immense défi et que toutes les parties doivent être à la hauteur de ce qui attend le continent dans les prochains mois et les prochaines années. No solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir. Por ejemplo, tenemos que prevenir asegurando y perimetrando las zonas de los municipios. Por supuesto, tenemos que prevenir, como bien antes decía el presidente de la Junta de Andalucía, y ya se están impulsando precisamente esos cursos, esa formación particularmente a los jóvenes, pero no solamente a los jóvenes, en centros educativos, de cómo reaccionar ante incendios, ante emergencias de protección civil, como por desgracia cada vez son más comunes. Pedro Sánchez a également survolé les zones touchées par l'incendie qui a ravagé près de 7000 hectares de végétation.
Au moins 27 personnes ont trouvé la mort et des dizaines d'autres ont été blessées après qu'un violent incendie s'est déclaré ce dimanche soir dans un bar de Bangkok. 41 personnes ont été hospitalisées, dont 25 dans un état critique. Jusqu'ici, seulement 10 victimes ont été identifiées, 9 ressortissants thaïlandais et un laotien. 2 membres d'un groupe qui se produisait dans le bar figurent également parmi les victimes. Les témoins présents à l'extérieur ont assisté à des scènes d'horreur, de nombreuses personnes ayant tenté de sortir de l'établissement, certaines avec des vêtements en feu. เราก็ใช้ผ้าครับใช้ผ้าเนี่ยตบให้ไฟมันดับคือเราช่วยมากกว่านี้ไม่ได้เพราะมันมีคนทยอยแบบดันกันออกมาเรื่อยๆแล้วทีนี้ไฟมันพุ่งออกมาเยอะเราก็ไม่สามารถจะเข้าไปช่วยได้แล้วถึงอุ้มออกมา La police scientifique a commencé à travailler ce lundi dans le lieu ravagé par les flammes. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer la cause de l'incendie et les raisons pour lesquelles il a fait tant de victimes. ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องน้ำชายและหญิงดังนั้นเมื่อเกิดเหตุเนี่ยด้วยอาการตื่นตระหนกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเนี่ยแล้วไฟดับเนี่ยก็วิ่งเข้าห้องน้ำอาจจะไปหาทางพื้นที่ที่ออกได้หรือไปหาน้ำนะครับ Il s'agit de l'incendie le plus meurtrier en Thaïlande depuis celui qui avait ravagé le club Santika de Bangkok lors des célébrations du Nouvel An en 2009, faisant 67 morts et plus de 200 blessés. Ursula von der Leyen a appelé à renforcer la protection des mineurs sur les réseaux sociaux. Elle affirme que les données présentées ce lundi par le groupe d'experts spécial sur la sécurité des enfants en ligne devraient contribuer à définir la future politique européenne. Selon elle, ces éléments plaident de plus en plus en faveur de l'instauration d'un âge minimum pour l'accès aux réseaux sociaux. Elle suggère également une approche progressive adaptée aux différentes tranches d'âge. La présidente de la Commission européenne est en effet convaincue par la solution qui vise à permettre aux enfants de moins de 13 ans d'utiliser les réseaux sociaux uniquement sous la surveillance d'un adulte et à interdire l'accès des plus jeunes aux écrans et aux plateformes numériques. The status quo, a world where we continue to allow big tech unrestricted access to our children, will only consign another generation to more mental harm, addiction and misery. Selon les données issues de cette étude, les jeunes passent entre 4 et 6 heures par jour devant des écrans, tandis que près de 60% des jeunes enfants ont connu des problèmes émotionnels ou psychosociaux en ligne. Ursula von der Leyen a également fait valoir que ce sont ces entreprises et non les parents ou les enfants qui devraient assumer la responsabilité de rendre les plateformes en ligne plus sûres, car elles ont, selon ses termes, un devoir de diligence envers leurs utilisateurs. Le rapport a également identifié des services comportant des fonctionnalités inappropriées à l'âge des utilisateurs, tels que le défilement infini, la lecture automatique des vidéos ou encore des notifications persistantes. Auf der Basis der vorliegenden Evidenz empfehlen wir deshalb die EU-weite harmonisierte Einführung einer Zugangsbeschränkung zu Social Media Plus für Kinder unter 13 Jahren. La Commission examinera les recommandations du groupe d'experts avant de présenter les propositions législatives à la rentrée. À Paris, la construction et la rénovation écologique apparaissent comme une piste pour mieux faire face à la hausse des températures qui touchent les villes européennes. En juin dernier, une vague de chaleur exceptionnelle a frappé le continent, faisant tomber de nombreux records et provoquant plus de 2000 décès supplémentaires rien qu'en France, selon les autorités. Or, le secteur du bâtiment reste l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. La construction et l'utilisation de bâtiments représentent environ 35% des émissions, d'après l'AEE, l'Agence européenne pour l'environnement. Un architecte parisien explique comment une approche plus durable de la construction peut permettre de réduire fortement l'empreinte carbone des bâtiments. L'éco-construction a l'avantage d'être décarbonée, c'est-à-dire qu'elle emmagasine beaucoup moins d'énergie dans ses techniques, dans sa fabrication. Dans les matériaux également, il demande moins de transport, moins de transformation. Et donc effectivement, ça permet de répondre notamment aux engagements pris pour l'accord de Paris. D'après l'AEE, les bâtiments représentent 42% de la consommation d'énergie dans l'UE, dont une grande partie est destinée au chauffage et à la climatisation, ce qui fait de la conception des bâtiments un élément clé des économies d'énergie. Un exemple, une bibliothèque construite en 2025 à la périphérie de Paris qui est restée ouverte pendant la canicule de juin sans climatisation. Alors, jusqu'à 35-36 degrés à l'extérieur, nous avons réussi à maintenir une température interne à 23,5 degrés, 25 degrés 5. Par contre, avec la vague de chaleur
inédite qui s'est produite la semaine dernière, donc quand les températures étaient à 41-42 degrés. Au maximum, vraiment le samedi soir, on avait atteint les 32. C'est beaucoup, mais on reste dans les 10 degrés de moins que l'extérieur. Adrien Poulain explique que l'un des principaux obstacles à la construction écologique est le coût, les projets étant souvent 15 à 20% plus chers que la construction traditionnelle, ainsi que le manque de connaissances dans ce secteur. C'est aussi la méconnaissance, parce que ça demande d'adapter tous les process pour les entreprises. C'est plus du ciment qui sèche très très vite, c'est plus des boulons qu'on vient enfoncer comme ça avec une visseuse qui est déjà très industrialisée, etc. C'est tout un apprentissage, c'est un vrai savoir-faire. L'adjoint au maire de Paris chargé du logement indique que la ville n'utilise plus que des isolants d'origine biologique pour la rénovation des bâtiments publics depuis 2020. Mais il ajoute que les propriétaires de résidences secondaires restent un obstacle majeur aux rénovations dans le secteur privé. Il y a près de 30% des logements privés qui sont des logements vacants ou des résidences secondaires. Donc les propriétaires de résidences secondaires qui sont nombreux dans les bouilloires, dans les quartiers anciens du centre de Paris où il y a beaucoup de bouilloires thermiques. Comme ils n'habitent pas là, ils votent contre les travaux. Une solution serait de réduire à 5,5% la TVA sur les matériaux écologiques comme le bois, la paille ou la terre pour rendre l'éco-construction plus accessible. L'Union européenne vise des bâtiments zéro émission d'ici 2050, mais le défi reste immense. 75% du parc immobilier européen est encore énergétiquement peu performant.